Bonjour, compte rendu de jeu de rôle aujourd'hui avec la troisième et dernière séance du scénario Les larmes de jouvence pour Barbarians of Lemuria. Il est dû à Andrea Salvatore et figure dans le livre de base, page 180 à 187. Vous trouverez sur le blog aussi bien que sur la chaîne YouTube le compte rendu et l'enregistrement de la première séance ainsi que de la deuxième. L'illustration pour cette vidéo provient du livre de base, page 185 et est due forcément à Emmanuel Roudier. Notez donc que vous trouverez également l'enregistrement brut de cette troisième séance, Actual Play, si jamais sur la chaîne. J'ai utilisé en guise d'illustration sonore diverses musiques dont je n'ai comme de juste pas les droits qui demeurent à leurs propriétaires respectifs. Durant cette séance, j'ai surtout fait appel, outre des compilations de musique traditionnelle arabe ou orientale que j'ai trouvées en ligne, au morceau Bassaliens de Sun sur l'album White 2, au morceau Feel 2 de KTL sur l'album 5, au morceau de Lost More de Babel sur l'album The World Has Power, et au morceau de Dead Condense The Host of Seraphim sur l'album The Serpent's Egg, Yulunga sur l'album Into the Labyrinth, et Saltarello sur l'album Ion, ainsi qu'aux bandes originales des jeux vidéo Darkest Dungeon et The Elder Scrolls V Skyrim. Comme d'habitude, j'ai réservé l'Immortel, bande originale de Conan le Barbare de John Milius par Basile Polidoris, pour la préparation de la partie et son débrief. Il y avait 6 joueurs, à savoir Calef, originaire des marais de Festrel, Batelier 1, Mendiant 0, Voleur 1, Ménestrel 2, Liu Junmi, un gataï d'ascendance Shilou, Barbare 0, Mercenaire 1, Dresseur 1, Gladiateur 2, Mirkan, originaire de Tyrus, Gamin des rues 1, Chasseur 2, Forgeron 0, Soldat Archer 1, Narjeva, originaire d'Urseb, Esclave 0, Courtisane 1, Assassin 2, Prêtresse de Néméret 2, Népule Comrax, originaire de Zalut, Scribe 2, Alchimiste 3, Marchand 0, Médecin 1, et enfin Redheart Finken 2 par Saul, Docker 0, Matelot 1, Mercenaire 3, Marchand 0. Les aventuriers ont enfin rencontré l'alchimiste, alors même qu'ils préparent les larmes de jouvence. Mais ils ont aussi découvert que, pour accomplir cette opération, ils devaient soumettre Hazar Altamul, le père de Mana Eden, à des souffrances atroces. Et ils hésitent dès lors quant à la marche à suivre. Ils se retirent à quelque distance pour en discuter. L'alchimiste s'en moque, il est trop occupé à se délecter des souffrances de son patient. Narjeva est d'ores et déjà fixée. En tant que prêtresse de Néméret, elle est outrée par ce procédé qui joue avec un peu trop de nonchalance de la vie et de la mort. Et tous, enfin presque, Redheart Finken est un peu à la traîne, admettent maintenant que Mana Altamul leur a menti d'emblée en prétendant que son père s'était absenté pour affaires. Il apparaît clairement qu'elle et son frère Dan se sont emparés de leur père, qui ne comptait pas dilapider des sommes folles en quête d'une vaine rumeur, pour le confier à l'alchimiste, car les larmes de jouvence ne peuvent être extraites que d'un membre de la famille de la personne à soigner, en l'espèce Adèle, le petit-fils malade d'Hazar. Si certains des aventuriers, dont Redheart donc, seraient tout disposés à accomplir leur mission sans plus de scrupules, Népule Comrax, d'abord hésitant, rejoint finalement Narjeva, pas tant pour des raisons éthiques que parce qu'il suppose que délivrer Hazar de son supplice serait bien plus sûrement rémunérateur que de se plier aux exigences douteuses d'une Mana Altamul qui leur a d'ores et déjà menti. En outre, le Zaluti a un intérêt très personnel à se débarrasser de l'alchimiste. Il compte bien, avec le soutien financier d'Hazar, récupérer, sinon le palais du roi sorcier Mendar à proprement parler, du moins tout le précieux matériel alchimique qui s'y trouve et l'impressionnante bibliothèque qui va avec. Redheart n'a rien contre le fait de tuer l'alchimiste, cela dit, Mirkan non plus, qui se méfie naturellement de cette engeance, même si le mercenaire souhaiterait accomplir quand même la mission en attendant qu'il achève d'extraire les larmes de jouvence d'Hazar pour les ramener malgré tout à Mana. En même temps, avec des contrats rédigés dans les formes, il serait tout disposé à éliminer tout le monde dans cette famille de tarés. Narjeva n'a pas envie d'en débattre davantage. Elle se rend auprès de l'alchimiste et compte l'attaquer sans plus attendre. Les autres la suivent. Elle a décidé pour eux. Mais Redheart n'aime pas rester en arrière, et c'est en définitive lui qui assène le premier coup à l'alchimiste, qu'il ne leur prêtait toujours pas la moindre attention, alors même que les intentions des aventuriers à ce stade étaient pour le moins explicites. Le mercenaire vise la tête, il se méfie des dons magiques de son adversaire, mais celui-ci se montre plus résistant qu'il ne le croyait. Il avait bel et bien préparé quelque chose contre toute attaque de cet ordre, et ses mouvements sont étonnamment vifs. Narjeva, plus prudente que Redheart, n'en attaque pas moins dans sa foulée et vise quant à elle l'œil, ou du moins là où elle suppose que se trouve cet organe, la capuche de l'alchimiste dissimulant son visage. Mais le coup ne semble pas lui faire le moindre dégât. Et l'alchimiste a d'autres tours dans son sac. Il ne cherche pas à riposter, mais se désengage à une vitesse impressionnante, comme en lévitant à quelques centimètres au-dessus du sol. Une fois à quelque distance de ses assaillants, il sort de sa manche une petite fiole qu'il porte à ses lèvres en engloutissant le contenu. Et l'effet de la potion devient bientôt évident. La flèche que lui décoche Mirkan ricoche sur sa peau, comme si elle avait heurté de la pierre.
et la hache d'abordage de Parsol de Redart lui inflige à peine une égratignure. Tandis que la lame de la rapière de Nargeva se tord quand elle l'appuie contre son ventre. Népule comprend qu'il s'agit d'une fiole de résistance, qui lui confère comme une peau de pierre. Et, sans être éternel, cet effet peut durer un bon moment. Il le crie à ses camarades. Et redoute que, maintenant que l'alchimiste a assuré sa défense, il passe très vite à l'offensive. Et qui sait quelles autres potions il cache dans ses manches, outre qu'il semble marmonner des rituels à la façon des sorciers. Liu Junmi ne se sent pas d'attaquer l'alchimiste dans ces conditions. Ou bien est-ce qu'il fait preuve de davantage d'empathie qu'il ne le prétend habituellement ? Il sait qu'Azar Altamul souffre dans sa cuve et veut le tirer de là. Mais il se méfie de ce liquide qui baigne le pauvre homme. Y plongeant sa lance, il constate aussitôt qu'elle est comme rongée par un acide et elle émet de la fumée. Redart lui crie de venir les aider. Mais le mercenaire furieux de la résistance imprévue de l'alchimiste lui assène en hurlant un coup de hache d'une brutalité inouïe. En termes de jeu, succès légendaire avec 2 fois l'option coup dévastateur pour 12 points de dégâts supplémentaires. Il outrepasse l'armure magique de l'alchimiste et lui fend le crâne en 2. En retirant sa hache, il fait tomber la capuche de son adversaire, révélant ainsi un visage hideux qui n'a absolument rien d'humain, ou plutôt qui est constitué de très nombreux visages humains luttant pour s'imposer quelques secondes aux dépens des autres. Les yeux, les oreilles, les nez, les bouches sont encore en mouvement constant et jaillissent brièvement des endroits les plus incongrus avant de disparaître tout aussi soudainement. L'effet secondaire mentionné par l'alchimiste lui-même, conséquence de ce qu'il a prolongé durant des siècles sa vie à l'aide des larmes de jouvence, extraites de victimes qui ne lui étaient pas liées. Puis le visage de l'alchimiste se fige une dernière fois, à jamais. Azar Altamul baigne toujours dans sa cuve où il souffre atrocement. Liu Junmi au-dessus de lui contemple sa lance rangée et fumante. Népule rejoint le gataï. Observant le vieil homme, il comprend sans peine qu'il a subi énormément de dégâts, même si, à en croire l'alchimiste, le processus est encore réversible. Mais la médecine conventionnelle est clairement impuissante. Il faut le sortir de là. On débarrasse la table où s'entassait tout un bric-à-brac alchimique afin de l'y allonger. Après avoir débattu de plusieurs méthodes pour extraire Azar Altamul de la cuve sans se brûler, Népule et Redart jettent un œil aux diverses potions qui se trouvent dans cette salle. Le Zaluti repère bientôt d'autres fioles de résistance, probablement ce que l'alchimiste utilisait lui-même pour procéder à ce genre de manipulation. Liu Junmi en boit une et sa peau se densifie. Il peut plonger les bras dans la cuve sans crainte, c'est tout juste s'il fume un peu après coup, et en sortir le pauvre Azar Altamul. La victime de ses propres enfants a toujours les yeux exorbités et la bouche figée sur un cri muet de terreur et de douleur mêlée. Népule comprend vite qu'il mourra bientôt s'il ne trouve pas un moyen de soigner au plus vite les blessures subies. Nargeva adresse une prière à Néméret, et, est-ce l'intervention du dieu de la mort, son regard est attiré sur une canalisation. En la suivant, elle découvre qu'elle aboutit à une sorte de petit robinet qui goutte très lentement dans une fiole placée pile en dessous. Il s'agit des larmes de jouvence extraites d'Azar Altamul. Sans plus attendre, Nargeva lui en fait boire tout le contenu. C'était effectivement à ce stade le seul moyen de sauver le vieil homme en annulant le processus entamé par l'alchimiste. Tous sont convaincus de ce que la potion a fait son effet et qu'Azar est hors de danger, c'est visible d'une certaine manière. Cependant, le vieil homme a vécu une expérience extrêmement traumatisante et les séquelles psychologiques sont peut-être plus graves que les physiques. Dans tous les cas, il faudra attendre quelques jours pour qu'il revienne un tant soit peu à lui. Les aventuriers n'ont aucune envie de traverser le désert de Béchar avec un compagnon aussi lourdement handicapé. Ils décident donc de passer ces quelques jours nécessaires au rétablissement d'Azar Altamul dans le palais du roi sorcier Mandar, Népule veillant son patient avec le plus grand soin. En explorant les environs, il découvre un réseau de grottes à proximité. Il s'y trouve des sortes d'étables où les gardes ont parqué les coursiers des sables des héros. Il y a aussi une petite charrette que l'on peut atteler à ces animaux, mais aussi des cuisines et des réserves bien fournies, et une petite source produisant une eau limpide et délicieusement rafraîchissante. Liu Junmi dès lors ne quitte pas ces lieux, il refuse de remettre les pieds dans le palais du roi sorcier. Les autres ne se privent pas de piller les trésors de l'alchimiste et Népule tout particulièrement met la main sur d'autres fioles de résistance ainsi que des potions d'antifièvre et de neutralisation d'acide. Ils lorgnent sur la riche bibliothèque démonique du palais, mais ils ne peuvent pas se charger outre mesure. Ils ont bien 10 jours de traversée du désert devant eux pour retourner à Badassar. Or Népule craint de manquer d'Izane, même s'il a de quoi préparer quelques doses supplémentaires en usant du très bon matériel de l'alchimiste. Au bout de 3 jours, Azar Altamul retrouve la faculté de parler. Du moins parvient-il à prononcer quelques mots, si pas encore de quoi tenir une conversation suivie. Il ne comprend pas très bien ce qui lui est arrivé, où il se trouve, comment il est arrivé là, qui sont les aventuriers. Progressivement cependant, alors qu'il réapprend à parler, les souvenirs reviennent, et sa souffrance morale, sa peine d'avoir été ainsi trahi par les siens, apparaît à tous, davantage que sa colère.
Il confirme enfin qu'il a été enlevé par ses enfants, qui ont simulé son départ pour affaires, sans doute avec la complicité de quelques employés de la maison Altamul, puis convoyé ici par Den dans l'espoir de sauver la vie du petit Adèle. Il est maintenant bien obligé d'admettre que la légende des larmes de jouvence était fondée, lui qui refusait d'en entendre parler et de dépenser des fortunes pour pister des chimères dans le désert. Et ce constat n'est pas sans l'affecter également. Népule se demande ce qui les attend à Badassar. Il suppose que si Mana Altamul a sacrifié son propre père, elle ne fera que peu de cas d'une bande de mercenaires ayant découvert le poteau rose. Elle ne peut tout simplement pas courir le risque que des indiscrets révèlent comment elle a sauvé son fils en sacrifiant son père. Hazard ne se fait pas d'illusions à ce propos. Mais il est un homme puissant à Badassar. Il y aura des alliés si le besoin s'en fait sentir. Il demeure encore indécis quant à la marche à suivre, même s'il préférerait régler l'affaire sans effusion de sang de toute évidence. Quoi qu'il en soit, il saura récompenser ceux qui lui ont sauvé la vie en abondance. Il est temps de reprendre la route de Badassar. Les conditions du voyage retour sont les mêmes qu'à l'aller, des dunes à perte de vue, des tempêtes de sable quotidiennes, des journées insupportablement chaudes, des nuits très froides. Il repasse par l'oasis de Bakinar où l'ermite marmonne toujours la même prière sans leur prêter la moindre attention. L'odeur d'ammoniac les assaille de temps à autre, mais les ombres jaunes ne se manifestent pas autrement. Ils atteignent Badassar après 10 jours de voyage sans plus d'histoire. Les aventuriers entendent pénétrer discrètement dans la ville. Hazard peut les y aider. Aristan, un riche marchand de Badassar, est de ses amis proches, et suffisamment proche pour qu'Hazard sache qu'il fait de la contrebande en utilisant des accès secrets au souk qu'il connaît, et qui n'attireront pas l'attention des nombreux espions qui rôdent dans le souk à la nuit tombée. Aristan s'avère aussi fiable qu'Hazard l'espérait, et pas moins outré de la trahison de Mana et Den qu'il connaît depuis leur plus tendre enfance. Ils discutent de la marge à suivre. L'idée la plus prisée consiste à prétendre avoir accompli la mission en présentant à Mana Altamul de fausses larmes de jouvence et de jauger sa réaction. Mais dans tous les cas, il s'agit surtout dès lors de la confronter à son père. Même si Hazard est très indécis, il n'a pas la moindre idée de ce qu'il fera dès lors. Aristan, le cas échéant, est tout disposé à fournir quelques-uns de ses hommes pour dissuader Mana Altamul de tout geste violent inconsidéré. Après avoir discuté de plusieurs subterfuges, tous les héros se rendent au palais turquoise, à l'exception de Redheart qui est incapable de mentir et qui reste en arrière avec les hommes d'Aristan et Hazard Altamul. Et quelques gardes de service dans le palais reconnaissent les héros et on les invite à suivre l'un d'entre eux qui les conduit à Mana Altamul. Elle les attendait avec impatience. Ont-ils réussi à trouver les larmes de jouvence demande-t-elle aussitôt d'un ton suppliant. Narjeva prétend que c'est bien le cas. Alors il faut les faire boire à Adèle tout de suite. Il a beaucoup souffert ces derniers jours et n'en a plus pour très longtemps. Mais Khalef refuse de lui donner la fiole tant qu'elle ne les a pas payés. Mana, étonnée, relève l'absence de M. Finken, avec qui elle avait dressé le contrat, mais il avait des affaires dans le souk. Qu'importe, le contrat vaut pour tous et Mana est une marchande honorable, elle les paiera comme convenu. Maintenant, insiste Khalef. Dans un cri de rage, Mana ouvre des tiroirs et renverse des coffrets, saisissant des poignées de pièces d'or et de pierres précieuses qu'elle jette avec mépris aux pieds des aventuriers. Vous en avez assez comme ça? Tenez, prenez ça, et encore ça. Vous êtes satisfait? La fiole, bon sang, c'est la vie de mon fils qui est en jeu. Furieuse et nerveusement épuisée, elle décroche des dagues suspendues au mur, fracasse des statues par terre. Mais Népule, sarcastique, avance que d'autres membres de la famille Altamul ont souffert dans cette affaire. Pas seulement Den, non. Mana voit très bien où il veut en venir et essaye d'évacuer la question sans grande habileté. Son père s'est rendu au palais du roi sorcier Mendar de son plein gré, mais c'est qu'il voulait garder la chose secrète, de crainte du qu'en dira-t-on. Je vous en prie, mon fils a besoin des larmes de jouvence, c'est le seul moyen de sauver sa vie. Mais le Zaluti poursuit. Hazard Altamul n'avait pas l'air très volontaire dans cette cuve. Narjeva en rajoute, avec la fiole dans les mains qu'elle refuse à Mana. Celle-ci s'effondre en sanglots. Je n'avais pas le choix. C'était un vieil homme. Mon fils avait toute sa vie devant lui. C'était injuste qu'il périsse ainsi. Et son grand-père refusait de monter une expédition pour le sauver, son propre petit-fils. Il était riche à millions, mais ne comptait pas sacrifier la moindre piécette. Et vous allez me prétendre que... Je vous en supplie, donnez-moi les larmes de jouvence. C'est alors qu'Hazard Altamul pénètre dans le salon, accompagné de Redheart et de quelques-uns des hommes d'Aristan. La gravité d'Hazard, plus triste que coléreux, mais bel et bien indigné, contraste avec la jovialité déplacée du mercenaire de Parsaul. Voyant son père, Mana baisse la tête, vaincu, et pleure en silence. Redheart n'attend pas davantage pour interroger le vieil homme sur leur récompense, outre les biens précieux jetés par Mana. Hazard va s'en occuper dès que possible, mais il doit d'abord s'entretenir avec sa fille. S'ils veulent bien se retirer un moment, ils obtempèrent. Narjeva s'enquiert cependant auprès de Mana d'où se trouve son fils. Voulez-vous qu'il soit dans son lit à gémir?
ne le quittera que pour être couché dans un cercueil. La prêtresse de Néméret se rend dans la chambre du petit Adèle, dont la douleur est palpable, et recommande son âme auprès du dieu de la mort. Népule, qui a accompagné Narjeva, soulage les souffrances du petit garçon à l'agonie avec une dose d'isane. Il n'en a plus que pour quelques jours au plus. Les aventuriers retrouvent Hazar, qui a confié sa fille à 2 gardes loyaux. Il n'est pas comme elle, en mesure de faire couler le sang de la chair de sa chair. Elle sera exilée. Il a préparé une récompense pour ses sauveurs, et les remercie encore d'avoir su faire le bon choix, dit-il en hésitant visiblement. Cependant, les Altamul ont la réputation d'être durs en affaires. Les héros ont toute sa gratitude et sa protection, mais ne nous voilons pas la face. Vous vous êtes fait une ennemie. Je vous engage à ne pas rester plus longtemps dans cette ville. Comprenez bien, il se tourne plus particulièrement vers Narjeva, le souk nocturne a ses activités particulières. Et Aristide m'a confié qu'un contrat était pendant à la guilde des assassins de la ville. Ma fille se doutait bien que vous perceriez son secret et avait pris ses dispositions pour que vous soyez éliminé sitôt les larmes de jouvence entre ses mains. Le problème est qu'un contrat est un contrat et il est impossible d'annuler cet engagement. Même moi, avec toute ma fortune, je ne peux rien y faire. Je vous enjoins donc à quitter la ville au plus tôt. À vrai dire, c'est la région que vous devez quitter. Nous savons ce qu'il en est des assassins à Halak. Mais je ne pense pas que la guilde vous poursuivra au-delà si vous partez dès maintenant. Les héros, notamment Redart, pensaient négocier avec Hazar de juteux contrats, et Népule voulait s'entretenir avec lui du sort du palais du roi sorcier Mendar et de tout ce qui s'y trouve. Mais ça n'est visiblement pas le moment. Hazar est mortellement sérieux. Narjeva, en tant qu'assassin, comprend très bien que ce ne sont pas des paroles en l'air, et que son statut ne la protège par ailleurs en rien. Les aventuriers, déçus, n'insistent pas, et prennent leurs dispositions pour quitter Badassar au plus vite, à dos de coursier des sables que leur offre Hazar. Les aventuriers finissent par se séparer pour vaquer à leurs propres occupations. Liu Junmi retourne dans le Kana, où il avait chargé un chasseur Baiwei de lui trouver un ourson à dresser. Il se consacre à la tâche, ce qui pour lui implique de s'entraîner quotidiennement à lutter avec son nouvel animal de compagnie. Népule Comrax dépense tout son butin pour monter, quelques mois plus tard, une expédition à destination du palais du roi sorcier Mendar, pour en rapatrier son matériel alchimique et surtout sa précieuse bibliothèque riche de vieux grimoires endémoniques. Il prend cependant bien soin de passer au large de Badassar et de s'entourer de mercenaires à même de le protéger contre toute velléité d'assassinat. Mais ces nuits dans le désert de Béchar ne sont pas tranquilles. De retour sain et sauf à Satarla, l'alchimiste songe également à confectionner une arme de qualité exceptionnelle pour un de ses compagnons de route, Narjeva peut-être. Redart Finken a obtenu d'Hazar Altamul de conserver une copie de la carte indiquant l'emplacement du palais du roi sorcier Mendar, l'original restant aux mains des sages de l'Observatoire. Il aime les cartes, il a envie de se lancer dans une collection. De retour à Parsoul, il étale son butin dans bien des soirées de débauche et rencontre l'amour de sa vie, son petit oiseau bleu, Ronia Kreifer, la fille d'un riche marchand de la ville, qui exige contre sa main une dot colossale, et dépassant largement les fonds de Redart, qui est toujours aussi prompt à dépenser tout ce qu'il gagne. La jeune femme a les traits d'un bulldog et le caractère qui va avec, autoritaire, hautaine, méchante avec les domestiques comme avec les membres de sa famille. Redart est sous le charme. Calef s'achète une lyre et engage tout un orchestre pour faire des tournées dans tout le golfe de Satarla, ceci afin d'accroître sa renommée en tant que ménestrel, mais aussi compositeur. Il écrit d'ailleurs des chansons sur ses aventures et celles de ses compagnons, il en dédie une tout spécialement à Redart. Mais le public ne se montre pas aussi réceptif qu'il l'espérait. Narjeva a été assez secouée par cette aventure, qui a renforcé en même temps sa vocation de prêtresse de Néméret. Se repenchant sur son parcours, elle a le sentiment d'avoir jusqu'alors suivi cette carrière plus par opportunisme qu'en raison d'une foi sincère. Mais les manœuvres de Mana Altamul comme de l'alchimiste, et le jeu mesquin avec la vie et la mort qui crée en même temps les larmes de jouvence et les ombres jaunes, ont changé tout cela. Ce véritable bouleversement spirituel confine à vrai dire au fanatisme, et Narjeva dépense tout son butin pour édifier son propre sanctuaire dédié à Néméret, près de sa ville natale d'Urseb. Le contrat sur sa tête conclu par Mana Altamul suscite en elle des réactions diverses allant de la pitié à la haine. Elle fait jouer ses contacts parmi les assassins de Lémurie pour non seulement déjouer les plans de ceux qui souhaiteraient s'en prendre à elle, mais aussi pister la responsable de cet état de fait en attendant le bon moment pour frapper. Myrkad, enfin, s'est lui aussi rendu à Urseb, les nombreuses catacombes de la ville excitant sa curiosité. Il en a exploré autant que possible en faisant l'acquisition de nombreuses cartes plus ou moins fiables. Après quoi il a parcouru en long et en large les plaines de Clar, espérant apprivoiser sa méfiance et sa crainte des sorciers
dans ces terres abritant les ruines de leur gloire passée, sans grand succès. C'est fini pour les larmes de jouvence, mais courant janvier, nous jouerons probablement un autre scénario de la gamme officielle de Barbarians of Lemuria. J'ai plusieurs pistes, je n'ai pas encore choisi. Quoi qu'il en soit, à suivre.